Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Roumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Aujourd'hui, je reçois Claire Griouat, réalisatrice, scénariste et autrice. Ton roman Le cœur quand il explose sort dans les prochains mois aux éditions Quartier Libre. Salut et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Manon, merci pour l'invitation. Tu as choisi de venir nous parler de A Ghost Story. C'est un film de David Lowery, sorti en 2017 avec Cassie Affleck et Rooney Mara. C'est marrant parce que quand je t'ai demandé de choisir l'œuvre de ta vie, une œuvre importante pour toi, tu m'as répondu sans hésiter A Ghost Story. Donc moi je t'ai dit c'est super, on fait un épisode du podcast sur ça et tu viens m'en parler. Et toi tu m'as dit ah ouais carrément, mais le problème c'est que justement ce que j'aime dans A Ghost Story, c'est que je ne sais pas en parler. Bah écoute c'est super, si tu veux qu'on aille boire une bière tout de suite on peut, sinon on essaie. Moi, je te propose qu'on fasse le podcast bourré. Pardon, j'ai pas dit ça. Essayons, puis on ira boire un coup après. Il faut savoir déjà que le film A Ghost Story a été fait avec de très petits moyens. C'est un film à environ 100 000 dollars. On est vraiment dans une toute petite économie, et je m'y connais un petit peu. Donc c'est un film intimiste qui choisit de parler du deuil et de l'amour de manière minimaliste dans la forme. En gros, c'est l'inverse de l'amour ouf, quoi. On se prend bien en pleine tronche la trentaine de millions, pour faire une petite comparaison actuelle. Alors c'est pas du tout un jugement de valeur, parce que par ailleurs j'ai aimé le film. C'est un divertissement pur, quoi. Ça pétarade dans tous les sens. Ça met du Prince, du The Cure, du NTM, c'est ok. Et juste, on ne va pas du tout y chercher la même chose que dans A Ghost Story. A Ghost Story, c'est un film de fantômes, dans lequel on voit vraiment des fantômes qui n'ont rien à voir avec Gasper ou Patrick Swayze, mais qui ressemblent plutôt à mon déguisement d'Halloween à 8 ans. Aujourd'hui, on enregistre le 2 novembre, jour de la fête des morts. Quelle coïncidence. Donc on va faire un bref rappel sur ce qu'est la fête des morts. Bon, déjà, ça c'est purement catholique. Mais en gros, le 1er novembre, on fête les saints, les martyrs, et le 2 novembre, les morts en tout genre, les proches, quoi. Bon, très clairement, cette distinction n'existait pas avant la notion même de sainteté, chère à l'Église catholique. On est très loin des traditions ancestrales et passons tout de suite à Dia de los Muertos, qui se fête beaucoup au Mexique et qui était très présent dans les cultures préhispaniques, chez les Aztèques notamment, avant l'arrivée des colons et leur éradication de toutes les cultures présentes sur place, pour mieux dominer en passant par l'évangélisation. D'ailleurs, le calendrier initialement n'était pas le même, donc la fête des morts, ce n'était pas à cette période de l'année. Donc, dans les cultures préhispaniques, la mort était vue comme une phase naturelle en totale continuité de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette idée de rupture entre la vie et la mort, mais vraiment une idée de continuum, et que la mort fait partie de la vie. Et d'ailleurs, il y avait l'inframonde, qui était le monde des morts sans aucune notion manichéenne de bien et de mal, entre paradis et enfer, comme dans les religions contemporaines et monothéistes, il y avait un seul et même inframonde pour les morts. Et d'ailleurs, le monde des vivants et l'inframonde s'imbriquaient plus ou moins à certaines périodes. Il n'y avait donc pas la même idée du deuil et de pesanteur et de tristesse qui y sont associés, puisqu'il n'y avait pas d'imperméabilité stricte entre les deux mondes. Alors, ma question préférée de ce podcast, ça va bien sûr être A Ghost Story, un film réaliste. J'ai ma petite idée de ta réponse à la question, mais on y reviendra. Maintenant, mon expérience personnelle avec ce film, elle est un petit peu particulière. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, c'était peu de temps après sa sortie, et j'étais un peu passée à côté, ça ne m'avait pas vraiment touchée. Puis je l'ai revu il y a quelques jours, quand je préparais notre entretien, et bien avec les choses de la vie, les deuils notamment, peut-être que ma rationalité absolue en a pris un petit coup, et je suis plus à même de recevoir ce genre de film. Je vais vous lire le pitch du film qu'on retrouve sur Allociné. A Ghost Story est sorti en France par Universal Pictures. Donc le pitch, c'est apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'il partageait encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu'il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l'existence et son incommensurabilité. Bon, je vais te laisser parler un petit peu maintenant. Donc, pourquoi as-tu choisi ce film? Et raconte-moi un petit peu ta rencontre avec cette œuvre et la place qu'elle occupe dans ta vie. Merci pour ce magnifique pitch. En fait, je savais depuis longtemps que le film existait, mais bizarrement, j'avais jamais lu le pitch et je m'y étais pas vraiment intéressée. Et moi aussi, comme toi, j'étais passée à côté lors de sa sortie. Et du coup, je pensais que c'était entre guillemets un vrai film de fantôme, parce que je suis pas complètement d'accord. Spoiler alerte. En gros, à la limite du film d'horreur, et les films d'horreur de fantômes, ça me fait peur justement parce que j'y crois.
Et puis en fait, un jour, je suis retombée dessus, je sais plus comment. Pour comprendre, j'ai stalké quelqu'un sur Sens Critique et bien évidemment, ça a renouvelé mon attention parce que j'ai finalement lu le pitch et j'ai compris que ça allait être bien plus mélancolique que flippant. Et ça n'a pas manqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et justement, je voulais parler de ce film parce que en tant que scénariste, j'ai l'habitude d'être émue un peu rationnellement. En tout cas, de savoir à quel moment je vais être émue, pourquoi, quels sont les fils narratifs qui apportent telle émotion ou telle autre. Et là, en fait, avec A Ghost Story, bah, ça a pas du tout prévenu. Je regardais ça de manière un peu extérieure parce que c'est un film qui a une atmosphère flottante, assez aérienne et qui nous détache, pas mal du scénario, en fait. Et il y a eu une scène dont on va reparler, qui m'a fait, mais éclater en sanglots vraiment comme un bébé et j'ai chialé, chialé, chialé et je pense que j'ai replay 10 fois et heu et voilà, en fait, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Et est-ce que tu penses que c'est une œuvre, qui est utile? Je me pose pas, franchement toujours cette question devant les films, ni devant les œuvres en général. Donc là, si je devais répondre: «Est-ce que c'est une œuvre utile?» Je pense pas que ce soit une œuvre utile au sens social, pas vraiment au sens du sujet. En gros, je me suis pas dit: «Ah mais pour apprendre quelque chose du monde concret et physique ou politique, par exemple, il faut regarder ce film». Mais en revanche, si on définit une œuvre utile par une œuvre utile à soi et pour soi, qu'on peut s'approprier et qui nous parle à nous-mêmes de solitude à solitude, alors oui, là, je pense que c'est une œuvre utile dans son individualité, en fait. Et ce que je me dis, en tout cas, c'est que c'est une œuvre, qui a l'air d'avoir été faite avec le cœur en pleine intimité. C'est une œuvre que j'ai trouvée, extrêmement sincère et bah, on a quand même besoin d'un peu de sincérité dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Et pour toi, est-ce que c'est une œuvre, que tu qualifierais de non conventionnelle? Bien sûr, je trouve que c'est une œuvre complètement punk. Le mec respecte rien. Déjà, il a un format vignette. En gros, ça veut dire que les bords du cadre sont arrondis. Personne ne fait ça au cinéma. Il y a des plans interminables au début. On reste genre 5 minutes en plan fixe sur la comédienne Rooney Mara qui bouffe un gâteau qu'on lui a apporté et qui vomit ensuite parce qu'elle vient de perdre son amoureux. Il y a très très peu de dialogue tout du long. Et puis après, d'un coup, il y a des séquences où il y a des inconnus qui en finissent pas de se parler pour rien dire. Il n'y a pas de genre en fait proprement défini. Il y a un pitch qui existe, qu'on a entendu. Mais je trouve que finalement, c'est un film assez impitchable. C'est une œuvre qui fait ce qu'elle veut, en fait, et qui fait ce qu'elle veut tout en douceur. C'est une œuvre qui fait un gros doigt à l'usage, aux conventions, du coup. J'irai pas jusqu'à dire au système, mais un peu quand même, et qui le fait avec beaucoup de délicatesse. Et donc on en ressort, tendrement ébouriffé. Ah, est-ce que ce serait une œuvre qui invite, à l'action ou plutôt à la contemplation? Un peu des 2. La réponse évidente, ce serait à la contemplation, bien sûr, parce que, bah, on a quand même un personnage mort, donc dépourvu de tout moyen d'action, qui regarde défiler la vie qu'il aura plus jamais et qui voit l'amour d'une vie qui s'étiole sous ses yeux sans rien pouvoir faire, donc ça, c'est complètement contemplatif. Et à la fois, c'est un peu une œuvre qui incite à une forme d'action intérieure. En gros, ça incite à accepter des choses, à ouvrir certaines vannes aussi. Ça invite au dialogue avec soi, peut-être avec ses morts ou avec son passé. Et après, d'un point de vue plus perso, si je peux ajouter un truc, Oui, bien perso, sûr. bah, moi, dans mon métier, en fait, ça m'a un peu incitée à l'action. Pas dans le métier d'autrice de littérature, mais dans le cinéma, justement. Parce que, scénariste, réalisatrice, ça a l'air comme ça d'être un métier passion et ça l'est. Mais c'est aussi un métier très contingenté, qui est basé sur un système, de commission qui est valeureux d'un côté, mais qui d'un autre te pousse à toujours te conformer à ce qui se fait, à ce qui se vend ou à ce qui marche, comme disent, nos chers amis de l'industrie du cinéma. Et là, en fait, je trouve que c'est typiquement pas une œuvre qui est censée marcher. Je sais même pas comment elle a été financée, ni si en France elle l'aurait été sur scénario. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas l'archétype de ce qu'on «vend» entre guillemets le mieux. Donc oui, en fait, moi, ça m'incite, dans mon travail à pas me laisser happer par, la domination de ce qui marche. Ce qui me fait revenir au fait que c'est une œuvre tendrement punk qui, bouscule des choses sur son passage, ouais. S'il y a une séquence ou une citation que tu retiens, du film, ça serait laquelle et pourquoi? Mmh. Je suis hyper contente que tu poses cette question en vrai, parce que justement, je voulais parler de la séquence précise, qui m'a fait, éclater en sanglots, on peut le dire, on n'a pas peur. Donc on est à une quarantaine de minutes pour un film qui dure 1 heure et demie, donc un peu avant la moitié et on a un montage alterné entre un flashback du vivant du personnage décédé, donc qui est joué par Casey Affleck et le moment présent, c'est-à-dire où il est mort, où il est un fantôme et où il observe sa meuf qui est toujours en vie. Donc dans le passé, là où il est vivant, il a composé un morceau, qui est ce morceau incroyable qui s'appelle I Get Overwhelmed des Dark Rooms. Morceau qui dit en gros qu'il doute de tout, y compris de ses sentiments à elle. Et il essaye d'exprimer avec ce morceau à son amoureuse pendant qu'ils sont vivants ce qu'il a sur le cœur. Et ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc ça, c'est dans le passé. Et dans le présent, maintenant qu'il est mort, elle est toute seule, allongée par terre avec ses écouteurs dans les oreilles. Elle réécoute le morceau dans une solitude totale. Et là, on a l'impression qu'elle comprend et qu'elle voudrait répondre, sauf que bah, elle peut plus le faire. Et lui, en fait, il est juste à côté sous son drap blanc. Il est assis sur le lit
il se penche en avant, il avance la main vers elle, donc en gros une main de fantôme recouverte du drap blanc, vers sa main à elle, sans la toucher. Et donc de sa perspective à lui, il pourrait la toucher et elle, de sa perspective à elle, bah, elle est toute seule et elle a la main dans le vide. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper puissant. Je trouve que ça se passe de mots parce que, bah, c'est juste l'après, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à se dire. C'est 2 solitudes ensemble dans une même relation, c'est le besoin de se dire les choses et l'incapacité à le faire. Et puis c'est être ensemble au-delà du fait qu'on ne le sera plus jamais. Et en fait, je trouve que c'est un point de vue sur l'amour, un truc qui s'effleure sans attraper et puis qui se perd, mais qui reste immuable dans un espace-temps différent du monde concret, quoi. Bon, désolée, c'est devenu hyper lourd d'un coup. Ça fait une barre tout à l'heure, mais bon là. C'est marrant parce que c'est vrai que comme on n'a pas tout à fait le même point de vue, sur le film, heu, on n'a pas les mêmes, séquences, phares, en tête. Moi la scène, que je retiens le plus, c'est clairement la scène avec les enfants. Je la trouve extrêmement marquante. Le regard du petit garçon qui fait face au fantôme, je trouve qu'il y a tout dans ce regard. Il y a de la crainte, de la curiosité et en même temps il est pas du tout effrayé. Il établit même une sorte de dialogue à travers juste un regard avec ce fantôme-là, cette présence. Enfin, je trouve ça très beau et je trouve que ça en dit, long aussi sur ce qu'on est prêt à accepter enfant et ce qu'on ne veut plus voir adulte. Moi, j'aime beaucoup cette séquence et tout à l'heure, tu parlais de ton métier de scénariste, et du coup, j'aimerais un peu te questionner sur ça. Est-ce en tant que scénariste, est-ce qu'il y a des choses techniques dans l'écriture du film dont tu voudrais parler? Hem, oui et non, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film très réussi scénaristiquement justement parce que, il dézingue un peu la technique scénaristique. En gros, il a rien en commun avec la théorie, il est pas construit de manière classique. C'est vraiment comme une vision, c'est presque un mirage, des fantômes que tu viens d'évoquer et du temps qui passe contre quoi on peut rien. Donc ça, je trouve ça assez génial en fait. Ça veut dire qu'il s'affranchit de la plupart des codes et ça en fait un objet complètement émotionnel et pas du tout théorique ou structurel, quoi. Bon, bah, c'était ma prochaine question, mais tu y as, déjà répondu. Donc selon toi, c'est une œuvre qui est plus émotionnelle qu'intellectuelle. Complètement, ouais. Et maintenant, en tant qu'autrice et notamment, par rapport à la sortie de ton roman qui aborde des thématiques très proches, est-ce qu'il y a des parallèles qui te viennent en tête et dont tu voudrais parler? C'est vrai que là, j'ai écrit quelque chose qui aborde, le deuil amoureux et la persistance de l'une des 2 parties d'un couple quand l'autre est morte. Sauf que, moi, c'est quand même le point de vue adverse dans mon livre, dans le sens où, c'est l'histoire d'une fille qui est toute seule sur une île grecque et qui a perdu son amoureux qui est mort des suites de violences policières. Et en fait, la narratrice, la personne dont on suit, le point de vue, c'est la vivante. C'est celle qui est restée en vie. Donc après, j'aurais jamais la prétention, de me mettre au niveau de David Lowery, mais on peut peut-être y voir plus qu'un parallèle, une espèce de miroir, en fait, entre les 2. Où d'un côté en fait, c'est 2 solitudes qui se répondent. C'est-à-dire qu'il y a une solitude du mort qui revient parmi les vivants, mais qui n'en fera plus jamais partie et une solitude de la vivante qui a perdu, la moitié d'elle-même, en gros, qui ne reviendra jamais dans le monde des vivants. Est-ce que ton rapport à The Ghost Story a changé avec le temps, après certains événements peut-être? Alors non, mais je l'ai découvert tard, en fait, comme je disais tout à l'heure. Je l'ai découvert il y a moins d'un an. Donc mon rapport à ce film n'a pas tellement changé. En revanche, je l'ai vu à un moment où il avait beaucoup de sens pour moi et où il était complètement imbriqué dans ce que moi j'étais en train de vivre, oui. Alors bon, comme tu as découvert, le film, il y a moins d'un an, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le revoir, plusieurs fois, mais si c'est le cas, tu le regardes plutôt quand tu es dans quel mood et est-ce que tu en attends quelque chose? Alors, c'était plutôt un one shot, j'avoue. J'ai essayé de le revoir, là, pour préparer notre interview. J'ai pas réussi à le revoir en entier. C'est pas vraiment un film que je vais me mater tous les dimanches soirs, dans un esprit hyper feel good, quoi. Et du coup, donc c'est un film que tu as vu une fois, est-ce que tu l'as vu seul? Et est-ce que tu penses que c'est une expérience qui se partage ou justement pas trop? Moi, je partage pas. Oui, je l'ai vu toute seule et c'est pas du tout une expérience que j'aimerais bien partager. Après, j'aime bien être toute seule quand je regarde des films de manière générale, mais là, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, étant donné que c'est quand même une œuvre qui parle, je trouve, de solitude à solitude, c'est même important pour moi d'être, toute seule face au film, ouais. Est-ce que pour toi, c'est une œuvre que tu qualifierais d'universelle? Bah, oui, je pense que c'est complètement universel. Pour moi, beh, comme on le disait tout à l'heure et je pense qu'on va y revenir du coup, c'est pas complètement un film sur la mort, bien sûr que ça l'est, mais c'est pas seulement un film sur la mort ou sur la vie après la mort ou sur le deuil en soi. C'est déjà un film sur le deuil amoureux et puis c'est surtout, je trouve, un propos, assez incroyable sur le temps qui passe et sur le temps qui est passé.
Donc en ça, oui, bien sûr, c'est complètement universel. Pour rebondir d'ailleurs, sur ta réponse, j'aimerais parler un petit peu de littérature. Donc évidemment que les thématiques de la mort et de l'amour sont des sujets universels et dans la littérature classique, l'être aimé disparu qui vient hanter son amant, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans Les Hauts de Hurlevent d'Émile Brontë. Je dirais même que la figure de Catherine, c'est un peu le fantôme romantique par excellence, au sens où les sentiments priment sur la raison et où sont mêlés amour, mort, mystère. C'est une œuvre extrêmement riche qui, pour la peine, suivant l'âge auquel tu la lis, et on va arriver à ma question suivante, les niveaux d'interprétation ne sont pas les mêmes. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation du film A Ghost Story? Je sais que oui, étant donné qu'on n'a pas tout à fait la même. Alors oui, bah, carrément, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle, en fait, aujourd'hui. Déjà, à partir du moment où c'est une œuvre avec très peu de texte, mais qui ressemble à un cri, je trouve que ça laisse pas mal de place à la subjectivité. Donc on peut totalement y voir quelque chose de mystique, bien sûr. On peut y voir une espèce de communication, de lien qui persiste après la mort et puis on peut tout simplement y voir ce que j'y vois moi, à savoir une espèce de lettre d'amour à un destinataire qui la lira jamais. Oui, moi, c'est vrai que la question, de l'amour et du couple, dans le film, est complètement, enfin, n'est pas du tout au premier plan dans mon interprétation. Pour moi, c'est vraiment un film sur, la mort, le deuil et la mémoire, on va y arriver et j'aimerais justement faire un petit peu de philosophie de la mort. Il y a de nombreux philosophes qui ont traité du sujet. Il y a des philosophies, on va dire, plus radicales que d'autres. Par exemple, la pensée matérialiste va rejeter en bloc tout ce qui est lié à la spiritualité. Le platonisme, à l'inverse, va ériger la mort comme étant l'objectif à atteindre. Et il y a quelque chose de religieux, de solennel dans cette idée d'élévation de l'âme qui se détache du corps, ce dernier étant un obstacle au premier. Donc on est dans une logique totale d'opposition entre la vie, le corps, la mort, l'âme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller chercher chez le philosophe Jacques Derrida par rapport à tout ce qu'on a dit, et on peut faire le lien avec l'inframonde dont je parlais au début et la non-opposition entre vie et mort. Donc Jacques Derrida est un philosophe de la déconstruction à travers le langage, des termes et des structures grammaticales qui en découlent. Alors pour résumer très très brièvement une pensée philosophique complexe, selon Derrida, la sémantique est toujours politique et les logiques par exemple de binarité, d'opposition, notamment entre la vie et la mort, ne vont pas de soi. Ce sont des constructions politiques, donc une manière d'organiser, de ranger la société par les hommes pour pouvoir la gouverner. Dans une logique de déconstruction, Derrida, lui, décide de partir du postulat que la mort n'est pas opposée à la vie. Il a tenu toute une réflexion sur le sujet lors d'un séminaire et qui est édité aux éditions du Seuil sous le titre La vie, la mort. Il dit cette phrase: notre monde tout entier est cendre d'innombrables êtres vivants par rapport au tout. Il reste qu'une fois déjà tout a été converti en vie et continuera de l'être ainsi. Alors comme ça peut sembler un peu obscur, mais l'idée, c'est qu'il décloisonne la pensée. Il propose une réflexion en dehors des schémas classiques d'opposition binaire, et on est traversé par cela dans notre société. Le bien, le mal, la vie, la mort, le genre, qui en fait aujourd'hui commence doucement à être déconstruit. L'idée de Derrida, c'est que tout se nourrit de tout, et que ce qui existe, ce qui est ressenti, ce qui traverse les êtres, ne peut pas être uniquement enfermé par des structures linguistiques qui cloisonnent, qui séparent et qui classent. Il reprend d'ailleurs dans son séminaire en disant: je n'oppose ni n'identifie la vie à la mort, disons que je neutralise et l'opposition et l'identification. Moi, tout de suite, ça m'amène à penser à la mémoire, celle des vivants, qui fait perdurer dans le temps les morts. Et finalement, dans cette fête des morts, aujourd'hui, dans les différentes croyances, traditions et religions, est-ce que ça ne serait pas une manière d'activer cet inframonde et qu'au-delà de ce devoir de se remémorer les êtres décédés, c'est aussi une manière de les ramener par la pensée dans le vivant. Et donc, tout de suite, la dichotomie stricto sensus entre vivant et mort est questionnable. Et pour moi, c'est là que la figure du fantôme est intéressante et c'est ce qui m'intéresse dans le film. C'est que finalement, elle est difficilement dissociable de la mémoire. Et cette mémoire, bien qu'elle ne soit pas palpable, elle existe bel et bien et traverse les êtres et leurs ressentis. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu crois aux fantômes, donc j'ai l'impression que tu as une approche un peu différente de la mienne, et pour toi, les fantômes existeraient indépendamment de la mémoire des vivants. Bah, oui et non, en fait. C'est-à-dire que oui, j'y crois, mais enfin, c'est là où encore une fois, Ghost Story est assez parlant, c'est que je pense pas, par exemple, que, le fantôme de, je sais pas, moi, par exemple, heu, si, je meurs, demain à Paris, que j'ai aucune accroche à Marseille, je pense pas que mon fantôme va se retrouver dans la maison de quelqu'un qui m'est complètement inconnu à Marseille demain. Je pense que mon fantôme va aller se balader auprès de personnes avec qui j'ai partagé des choses parce que, c'est là où il y a une espèce de matérialisation, je sais pas de la part de qui elle vient. Est-ce que ça vient de la part du fantôme?
ou de la part des vivants qui restent. Mais en fait, c'est-à-dire que je pense que le fait de hanter, il est mutuel. C'est-à-dire que le fantôme décédé vient hanter les vivants, vivantes, et les vivantes se laissent hanter et décident de l'être par le fantôme. Donc finalement, le lien qui est créé, il est un peu matériel, quoi, un peu géographique presque, je trouve. Bon, en fait, en gros, je crois aux fantômes, je pense, de manière différente de toi et peut-être de manière plus, physique presque. Mais je pense effectivement que, leur, présence est complètement indissociable de la mémoire, bien sûr. Bon, bah donc on y arrive. A Ghost Story, réaliste ou pas? Carrément. Pour moi, on pourrait même parler de surréalisme, bah, dans la manière de voir le fantôme, comme étant donc l'exploration et l'expression de la psyché sans retenue ni obstacle et qui fait donc entrer des figures et des phénomènes fantastiques dans des contextes tout à fait réalistes. Je trouve ça assez parlant dans le cas, de A Ghost Story et de la représentation symbolique de la mort en général. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais est-ce que tu aurais une anecdote sur toi à nous livrer qui te rapproche de A Ghost Story? Alors oui, je suis pas sûre qu'elle soit hyper gaie, mais en même temps, je sais pas, j'aime bien, enfin, j'ai envie de te la raconter là. Vas-y. Ben, moi, je me suis un peu sentie à une période, à la place de Casey Affleck, en fait. Parce que, bon, bien évidemment, on disait le deuil amoureux, c'est universel, tout ça. Après, il s'avère que, l'un de mes deuils amoureux a été lié à, heu, la notion de mort. Sauf que, la personne qui a été en danger, c'était moi. Ce qui crée un truc un peu particulier où je peux presque me mettre à la place. Je suis là, hein, je suis vivante, je suis, matérielle, en train de parler, mais je peux presque me mettre à la place dans une histoire terminée comme ça, achevée, à la place de la personne disparue qui revient quelque part et qui ne réintégrera pas le monde tel qu'elle le percevait avant. Donc tout ça m'amène bien sûr à la séquence de la main dans le vide avec 2 personnes qui pourraient se reparler en théorie, mais qui en pratique, en fait, en sont défendus, même quand ils sont encore vivants. On arrive au mot de la fin. Si tu devais définir A Ghost Story par un mot, lequel choisirais-tu? Un mot! Ah oui, je croyais que c'était une phrase. Ah ouais. Non. Heu, c'est une œuvre qui se passe de mots. Wow. Je te laisse conseiller le film en une phrase. C'est pour si jamais on n'a pas été assez persuasive, tout au long de l'entretien. Bah, si ça vous intéresse pas du tout et que vous trouvez que le film a l'air complètement nul, écoutez au moins la musique qui s'appelle I Get Overwhelmed des Dark Rooms, qui est magnifique, ou regardez le film pour entendre la musique. Je vais terminer sur un petit encart Sortir à Paris, en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a 2 expositions qui me semblent très pertinentes sur l'expression de la mort dans l'art et l'évolution du rapport à la mort en fonction des différentes cultures. C'est d'une part l'exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou et l'exposition du Quai Branly sur les zombies, La mort n'est pas une fin. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Claire Merci et à je toi. rappelle que ton roman Le cœur quand il explose aux éditions Quartier Libre sera disponible en librairie début 2025. C'était Populse. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.